Je suis avec Christophe Etienne-Baron, qui est directeur R&D Innovation de Séquence ou Sequence. Sequence, Merci. du coup. On avait eu en amont de cet échange cette question qui s'était posée. Pierre de Chanville, bonjour, vous êtes cofondateur de Tekin, c'est ça? Bonjour, c'est ça. Bonjour. Christophe, présentez-nous Sequence alors. Oui, alors Sequence, je vais vous présenter Sequence. Alors d'abord, je voulais dire merci à la French Care, qui est la communauté qui essaye de fidéliser l'ensemble des acteurs de la santé. Et c'est juste vital pour réussir dans le domaine des révolutions qu'on doit amener dans le domaine du médicament en particulier, de cette communauté de compétences. Alors Sequence, on est un des leaders mondiaux des ingrédients de spécialité et des principes actifs pour la pharma, et en particulier des principes actifs pour la pharmacie. Alors vous développez quoi? Les principes actifs, c'est-à-dire la molécule active du médicament. Okay. En particulier, on est leader mondial de l'aspirine, on est un acteur majeur du paracétamol et aussi tous les principes actifs qui rentrent dans de nombreuses indications thérapeutiques. Allez, Pierre, même exercice pour Tekin. Alors pour Tekin est une start-up de la French Tech, qu'on remercie également. Prendons l'appareil. On en parlera après. Donc, dont la mission est de développer une plateforme SaaS qui permette de à la fois équiper, c'est-à-dire digitaliser tous les acteurs de notre industrie qui est excessivement fragmentée et excessivement sous-équipée, et de les mettre en réseau par la même occasion. Donc une plateforme SaaS collaborative qui suit l'ensemble de la production du textile entre les différents acteurs à tous les étapes. Alors quels sont vos gros enjeux, à l'un comme à l'autre, actuellement, et quels sont les grands enjeux de votre secteur? Nous, l'enjeu clé qui a été mis en exergue par la crise du Covid, c'est comment on peut, en particulier grâce à l'innovation, relocaliser des principes actifs qui ont été délocalisés dans les années 90-2000 en Asie, et de sécuriser cette relocalisation qui ne peut se réaliser que par l'innovation. Et justement, l'innovation, c'est essentiel. Ça représente quoi la R&D chez vous? Quelle part? Alors c'est une part extrêmement importante. Bah oui. On mise beaucoup sur l'innovation, et en particulier l'innovation en France. On a un flagship, un navire amiral à côté de Paris, mais on a 10 centres de R&D dans le monde, à peu près 300 chercheurs, la moitié de docteurs. Donc la compétence dans ce domaine est un élément extrêmement important. Innovation, c'est des outils, c'est des compétences. On ne peut pas réussir sans les deux. Alors vous parliez de savoir-faire qu'il fallait faire revenir. Comment on fait? Justement, par l'innovation, on ne peut pas faire un copier-coller. Ouais. Si on veut garder un aspect économique viable, si on veut avoir la qualité du principe actif, si on veut avoir une empreinte environnementale améliorée, on ne peut le faire qu'en améliorant le procédé qui avait été développé, en le rendant par l'innovation compatible avec ce que je viens de dire, qualité du médicament, empreinte environnementale et aspect économique qui doit évidemment être au bon niveau. Quels sont les grands enjeux de votre côté, peut-être côté textile? Alors ça va être assez semblable, mais nous on le voit via le prisme d'un apporteur de solutions, puisqu'on développe nous la technologie qui est utilisée ensuite par nos clients dans la situation notamment de relocalisation. Et on voit chez nos clients donc exactement les mêmes enjeux, c'est-à-dire quand je vais vouloir relocaliser de la production, c'est pas sous la même forme, c'est sur des segments choisis, ça va être tel type de vêtement plutôt que tel autre parce qu'il a une intensité par exemple de main-d'œuvre moindre, donc il peut être relocalisé plus vite, ou alors parce qu'on va s'y prendre différemment pour le produire, soit par une technologie de production différente, soit, et nous c'est le point sur lequel on met le maximum l'accent en termes d'innovation, tout simplement par un process de production différent, c'est-à-dire passer dans notre industrie, alors ça va paraître très archaïque aux autres industries, c'est passer du flux poussé au flux tiré, c'est-à-dire que comme on a une supply chain très complexe, elle s'est organisée historiquement en flux poussé, je vais essayer de prévoir en avance, comme ça, chacune des étapes, on va la faire suffisamment en avance pour ne pas être dans les choux à la fin. La complexité ne s'est pas améliorée. Vous le savez, dans le textile, on demande plutôt aux gens maintenant de produire après. Donc ça ajoute de la complexité. Et bien, dans ce contexte-là, de plus forte complexité, il faut s'organiser différemment. La base, en fait, c'est la mise en réseau digitale. Et c'est une chose qui n'a pas percé dans notre industrie pour une question assez simple de typologie d'industrie où la très très grande majorité des acteurs sont des petites entreprises de moins de 10 personnes. Et donc, ils ne peuvent pas installer SAP et encore moins se connecter entre leurs SAP différents qu'ils n'ont pas. Alors, l'un comme l'autre, j'ai une question. Pourquoi et comment ces savoir-faire sont-ils partis à un moment donné? Très clairement, à la fin des années 90, début des années 2000, c'était pour des raisons de compétitivité. En fait, on a pensé que la France pouvait avancer fabless, sans usine. Ce qui est maintenant, c'est évident maintenant que c'était probablement une erreur, mais c'est évidemment d'abord pour des questions de compétitivité à l'époque.
Alors, juste pour compléter cette réponse qui est très juste, c'était pour des questions, on va dire, de compétitivité sans limite. Et les limites, aujourd'hui, elles commencent à être posées. Elles se posent sur le front énergétique, elles se posent sur le front géopolitique, elles se posent sur le front environnemental. Ce sont des limites qui étaient naturelles, mais qu'on avait un peu de mal à voir à l'époque. Aujourd'hui, elles commencent à être visibles. Elles sont même parfois soutenues de manière réglementaire. Et tout ça concourt aujourd'hui à un rapatriement très raisonné, beaucoup plus que ne l'a été la délocalisation de la production. Aujourd'hui, quand on pense relocalisation, on inclut déjà des paramètres qui vont impacter l'industrie dans 5 ans, voire même dans 10 ans, parfois, qui sont un jour je vais avoir de la taxe carbone sur chacun de mes composants, un jour je vais être obligé de mettre la totalité de ma traçabilité en ligne, un jour ceci, cela. Et tout ça, en fait, ça va accroître ma facture quand je serai trop loin. Comment vous êtes... J'ai plutôt eu des dirigeants d'entreprises CEO, on a eu des cofondateurs, voilà. J'ai pas eu encore de directeur de recherche et développement et d'innovation. Du coup, c'est quoi votre métier précisément au quotidien? En fait, c'est de faire converger des idées vers quelque chose qu'on va réussir à mettre sur le marché. En l'occurrence, pour les principes actifs, c'est de prendre une idée de molécule. Une molécule, c'est un Lego avec plusieurs briques. Déjà les assembler correctement pour à la fin obtenir la molécule active, la bonne molécule, la bonne qualité, la bonne empreinte, comme je l'ai dit au début. Donc c'est tout ça et mettre les bonnes compétences. Donc c'est des outils, des compétences à mettre ensemble dans un délai qui est de plus en plus court. Il y a un changement de paradigme avec le Covid. On raccourcit les temps de développement des médicaments. On l'a vu pendant la crise. Le vaccin ARN, et ce qui a surpris tout le monde, c'est la capacité à le faire beaucoup plus vite qu'historiquement. On a un vrai changement de paradigme, une accélération. Et donc les compétences, on va les mettre au bon moment, au bon endroit. Et mon métier, c'est de mettre ces compétences, ces outils au bon moment, au bon endroit, avec la bonne intensité pour répondre aux problèmes de nos clients, c'est-à-dire les personnes qui vont faire les médicaments in fine. En quoi c'est passionnant l'innovation ? Alors c'est passionnant parce que tous les jours on est en train d'inventer et tous les jours on doit converger vers quelque chose qui va marcher en fait, parce qu'on peut diverger pendant des années. L'innovation dans l'industrie, c'est on diverge mais on doit converger vite vers une solution qui est acceptable par le marché. Et ce qui est passionnant en fait, c'est de la curiosité tout le temps et ensuite c'est du pragmatisme. Donc j'aime bien le terme d'innovation pragmatique, c'est on diverge et on converge vers une solution rapide. Quelles sont les prochaines étapes pour Tekin, les prochains projets ? Alors, projet, en fait, c'est essentiellement du déploiement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a expérimenté pendant un certain temps le bon outil qui allait permettre à tous ces acteurs fragmentés de notre industrie d'avoir envie d'utiliser un outil digital, là où ils n'en ont pas l'habitude, où ça peut être ressenti comme une gêne, pour leur quotidien. Et ce faisant, se retrouver interconnectés de facto avec leur partenaire de la chaîne de production, de la supply chain, et expérimenter à ce moment-là toute la puissance justement de la collaborativité. Parce que c'est amusant, en fait c'est même quasiment une redécouverte. On est dans l'industrie vraisemblablement qui a le plus de fédérations au monde. Je ne sais pas combien il y a d'industries, de fédérations de l'industrie textile. Ça en fera sans doute sourire certains dans l'Assemblée, mais c'est vrai, c'est une chose unique. Pourquoi ? C'est historiquement construit parce que cette industrie par nature a besoin de coopération, a besoin de collaborativité. Et en fait, retranscrire ça dans une plateforme, ça met cette collaborativité évidemment à une puissance nettement supérieure. Ça prépare l'avenir dans toutes ces dimensions dont on parlait de traçabilité, etc. Et ça permet également à chacune des personnes qui en bénéficient de toucher très concrètement du doigt son bénéfice. Quand je suis une marque et que je suis mis au courant en avance de ce que mon fournisseur n'a plus de matière et que donc il sera en retard pour me livrer, c'est pas forcément de sa faute, ça peut être d'ailleurs de la mienne, je m'économise énormément de temps et d'énergie et énormément de déconvenus par la suite. Et vous disiez que ce sont des acteurs qui ne sont pas habitués forcément à avoir ces outils-là. Comment on fait pour les convaincre alors ? Alors, on ne doit pas les convaincre. En fait, ils doivent se convaincre eux-mêmes. Okay. Et en réalité, si les gens ne sont pas digitalisés aujourd'hui, c'est rarement qu'ils ont vécu dans une caverne. C'est en général qu'il n'y a pas la bonne solution pour leur typologie. Donc en fait, il faut bien rentrer dans leur peau, comprendre leurs contraintes. On est dans une industrie très diverse. Il y a des gens de taille très différentes. Il y a des ateliers de confection, il y a des fournisseurs de matière, il y a des transformateurs de matière, il y a des logisticiens, des agents, des marques, même des marques. Il y a énormément de gens différents, de petits, de grands, et une très grande majorité de petits, donc qui ont tous des modes ou des approches très différentes. Et quand on se met dans leurs bottes, on voit qu'ils ont très peu de temps, qu'ils sont en flux tendu, même si ce n'est pas en flux tiré, et que donc, en réalité, il faut chercher
pour chacun de ces acteurs ou de ces groupes d'acteurs, parce qu'en fait ils viennent par groupe, quel est le point qui leur fait le plus mal aujourd'hui. Ça va être peut-être quelque chose de très bête, hein, genre gérer mes expéditions. Et ben, si j'apporte à quelqu'un l'outil pour gérer ses expéditions, que c'est vraiment la chose dont il a besoin parce que l'Excel il en peut plus, ça marche pas, il oublie toujours d'enregistrer, ça met pas les étiquettes automatiquement, etc. Enfin tout ce qu'on peut imaginer. Cette personne adopte un outil à un niveau 0. Si on lui donne la possibilité derrière de l'adopter au niveau 200, cette personne, il va en grande confiance parce qu'elle sait que c'est l'outil qui va me servir pour tout le reste. Et si on sait qu'en plus cet outil, ça la connecte à tout le reste de l'écosystème, eh bien à ce moment-là, on a gagné. Et ce qui est très intéressant dans la manière dont tous ces acteurs différents réagissent, c'est qu'ils font tous ce cheminement. J'y vais d'abord pour avoir mon outil dont j'ai besoin, et ensuite je bénéficie de la collaborativité, voire je vais la renforcer en créant une forme de viralité, en disant à mes copains, écoute, si toi tu remplis les infos, moi je n'ai pas à les remplir, mais je te promets, moi je te renvoie les infos de l'autre côté aussi. Juste un point important pour faire le lien avec ce que vient de dire Pierre, c'est l'aspect digitalisation. Nous on fait des molécules, mais on vend de plus en plus de données autour de nos molécules. C'est-à-dire que le package, c'est une molécule avec toutes les données qui permettent de le caractériser. Donc la gestion de la donnée en interne et du flux de données avec nos clients. Alors la digitalisation, on peut penser à du greenwashing. En fait, non, c'est juste vital. La sécurisation de cette donnée, la génération de cette donnée, le flux de données, comment on le gère en interne et avec nos fournisseurs et nos clients est extrêmement important dans le futur. Donc on passe aussi de notre côté beaucoup de temps autour de cet aspect digitalisation de la donnée au jour le jour autour du chimiste pour avancer plus vite. Comment on finance l'innovation ? Comment on finance? Alors d'abord nous-mêmes, hein, on a énormément investi. Hein. Sequence, il y a 15 ans, il y avait 0 centre R&D, on en a 10 dans le monde, j'ai dit 300 personnes, il n'y avait rien. Donc c'est d'abord des financements importants de notre côté, c'est des aides. Hein. On a beaucoup de support. On a créé l'impôt recherche qui est un élément clé qui peut être, je l'ai entendu, hein, remis en cause encore dans les nouvelles lois de finances. En fait, c'est pas possible, hein, pour le dire clairement. C'est un vrai bel outil qui nous différencie par rapport à beaucoup de pays et qui fait qu'on reste avec une vraie avance. On le voit ici, hein, la force du big. Le CIR est un élément, pardon de faire passer ce message en même temps, mais c'est un élément extrêmement important. Donc fonds propres, aides diverses et variées, mais notamment le CIR. Le support, on a été supporté par le plan France Relance, extrêmement important, qui s'est mobilisé pendant la crise du Covid. Donc voilà. Genre la même question, du coup. Oui, sur la alors, partie je vais aborder financement. dans ce sens-là, mais en prenant les choses avec un point commun qui est vraiment cet aspect aide, CIR compris, qui est vraiment un point qui nous unit entre une grosse structure qui a des capacités capitalistiques parce qu'elle vend déjà à grande échelle. En revanche, nous, on a donc un autre aspect en tant que start-up qui est qu'on se finance auprès de Venture Capital, les fonds de Venture Capital, y compris d'ailleurs des fonds de la BPI. Et c'est très important d'avoir ce mix parce que les règles inhérentes, je dirais, au Venture Capital ne permettent pas de faire tout type de R&D. Or, quand on veut vraiment révolutionner une industrie, on ne peut pas se contenter uniquement d'être complètement superficiel. Enfin, on peut, mais on va beaucoup moins vite, et on va avoir un résultat bien moins abouti. Ce que demande un VC, c'est qu'on puisse scaler immédiatement la totalité de sa R&D en principe. Si on arrive à rajouter un point qui peut être scalé, par exemple, sur une durée un peu plus longue, comme vous parlez que vous avez à monter des réacteurs, nous, on est totalement incapable de faire ça en VC, mais il y a un certain nombre de briques qui peuvent venir s'ajouter, qui peuvent passer à partir du moment où on a des dispositifs supplémentaires et qui enrichissent donc l'offre qu'on peut apporter, donc qui accélèrent la réindustrialisation. Vous en avez parlé dès le début, mais vous portez un coq sur vous. Pourquoi c'est important de faire partie de la communauté French Care ? Et ça représente quoi? C'est après, comme je le disais, un médicament à la fin, c'est pas seulement le principe actif, c'est des excipients, c'est un emballage. Et la rupture de cette chaîne, elle peut venir du principe actif, elle peut venir de l'emballage, elle peut venir de l'excipient. Et réunir dans une communauté l'ensemble des acteurs permet justement d'élaborer les stratégies du futur pour éviter les futurs problèmes de rupture de supply chain. Penser le futur, penser la chaîne complète, allant de l'idée de départ du médicament jusqu'à la mise sur le marché de la boîte que vous retrouvez dans vos pharmacies. Comment vous imaginez votre secteur dans 10 ans? Alors plus digitalisé, c'est évident, plus rapide. Alors ça va dépendre aussi de notre capacité à moduler un petit peu les réglementations, mais forcément plus digital, plus personnalisé. Hein. La médecine personnalisée, c'est vrai, mais ça va demander une révolution aussi en termes de chaîne de supply chain globale. Donc plus rapide, personnalisé, digitalisé. C'est pas mal. Ça vous évoque quoi? Digitalisé, on va se retrouver. C'est une question dans votre secteur aussi. Et c'est normal, en fait, on est dans un process qu'on appellerait de démocratisation de la digitalisation. Hein. L'époque de la digitalisation SAP est révolue aujourd'hui.
enfin en tout cas n'est plus hégémonique, on devrait dire ça plutôt de cette manière-là, c'est-à-dire c'est plus juste des très gros programmes pour des très gros acteurs à des très grosses échelles, c'est aussi pour des projets de R&D, c'est pour des choses qui vont vite à plus petite échelle dans tous les domaines, et donc tout le monde va en bénéficier. Ça veut dire aussi plus efficace. Et plus efficace, ça ne veut pas dire que il va y avoir moins de personnes à chaque poste, ça veut dire qui va permettre de facto de relocaliser, donc de facto d'être plus en flux tiré, donc de facto d'arrêter de produire des choses pour rien. En gros, plus efficace, ça veut dire gaspiller moins. Et notre industrie s'est caractérisée depuis des années par 30% des vêtements produits le sont pour la poubelle. Ouais. Et bien ça aura disparu dans 10 ans où ce sera largement réduit. Pierre parlait de déchets. Je pense qu'un des points que je vais rajouter, c'est l'aspect impact environnemental qui est déjà clé, qui va devenir de plus en plus clé. Donc nous, la production de principes actifs avec une empreinte améliorée est un élément évidemment clé du futur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christophe, merci Pierre d'avoir été dans notre feu de camp. Merci Valérien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et à très bientôt. On va maintenant se plonger dans le métaverse. C'est parti.